Chers auditeurs, bonjour, Benoît Duchâtelet à l'antenne des Hommes Clés, ravi de vous retrouver. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin un homme clé, Adrian Dernil, bonjour. Bonjour. Adrian, je vous reçois aujourd'hui avec plaisir pour faire un point sur l'entrepreneur que vous êtes, mais également la particularité de votre métier, parce que vous êtes dans l'univers des médias, de la communication, du média training, dans le monde de la finance, dans les grandes entreprises. Donc si vous avez la gentillesse de vous présenter pour faire un point sur l'homme clé que vous êtes et les hommes clés que vous traitez au quotidien. Alors, vous l'avez dit, je m'appelle Adrian Dernil. J'ai créé, voilà, exactement 10 ans, la société Euro Business Media, après un parcours d'une dizaine d'années en tant que journaliste économique et financier, principalement à l'antenne de Bloomberg Télévision. À la fin des années 90, début des années 2000, j'ai également collaboré avec BFM, Radio Classique, donc toujours dans un profil de journaliste économique et financier, ce qui m'a donné l'idée à partir de 2002 de lancer ma propre entreprise, Euro Business Media, au service des grandes entreprises dans le domaine à la fois de la production vidéo, autour de la communication des PDG des sociétés cotées, et puis dans un second temps autour du média training, l'accompagnement, le coaching des dirigeants sur la prise de parole. Tout ça souvent en anglais, puisque je suis d'origine américaine. Voilà, oui, je ne l'ai pas précisé au départ, mais vous avez une double culture. Voilà, franco-américaine, et puis tout ça souvent autour de la problématique de la communication financière ou sur des sujets business, parce que c'est ma spécialité. Donc on retrouve finalement dans Euro Business Media, la société que j'ai créée, à peu près 3 piliers qui sont un petit peu l'héritage professionnel de la décennie précédente, c'est-à-dire le journalisme économique, l'audiovisuel, la finance, et puis une parfaite maîtrise de la langue anglaise qui est, après tout, la langue de communication du business aujourd'hui. Oui, et vous êtes un peu comme Obélix, c'est-à-dire vous êtes tombé dans le monde de la finance, vous avez la culture effectivement franco-américaine, donc vous êtes compatible en plein avec le métier que vous avez fini par créer. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à cette création? Parce que souvent, on peut avancer d'une société à l'autre, mais qu'est-ce qui vous a donné la graine de l'entrepreneur et l'envie de l'indépendance? Alors, plusieurs choses. Premièrement, j'avais bien retenu l'adage à l'époque où j'étais journaliste que le journalisme mène à tout à condition de ne pas y rester. Oui. Et j'avais déjà une certaine conscience pendant toute ma carrière, ma première carrière de journaliste dans les médias, que je ne resterais peut-être pas éternellement dans ce monde en tant que tel, en tant que journaliste, puisque j'avais la chance, pendant cette décennie à l'antenne de Bloomberg Télévision, de côtoyer et d'interviewer à peu près tous les grands chefs d'entreprise et tous les grands entrepreneurs de France qui sont passés à un moment ou un autre devant moi sur le plateau de Bloomberg Télévision. Et ça m'a servi un petit peu d'une forme de business school en accéléré. J'ai eu l'impression de faire un MBA en direct en échangeant avec ces gens-là. Le retour d'expérience finalement, voilà, de vos invités. C'était absolument essentiel. Ça m'a appris un tas de choses sur l'univers du business qu'on n'enseigne pas généralement dans les business schools. Et donc j'ai l'impression d'avoir pu assister aux premières loges à une remontée d'informations à partir du terrain qui était absolument précieuse et qui m'a donné, moi, qui m'a transmis le virus d'entreprendre et de créer ma boîte. Et donc je me suis dit finalement, ça serait quand même un comble si après avoir parlé à tous ces gens d'histoires d'entreprise, d'histoires extraordinaires, de succès dans le business, etc., si je ne m'appliquais pas à moi-même cette même potion et si j'essayais pas moi-même de créer quelque chose. Donc j'ai un petit peu créé une société qui est la substantifique moelle de tout ce que j'ai pu développer et apprendre pendant 10 ans à l'antenne de Bloomberg Télévision. Voilà, avec un carnet d'adresses aussi relationnel dans le monde de l'entreprise qui avait été développé au fil des années à l'antenne de Bloomberg TV, qui m'a permis au moment de me lancer d'avoir tout de suite les premiers clients, etc. Donc il y avait comme ça plusieurs facteurs qui faisaient que c'était peut-être une bonne idée pour moi de lancer ma boîte à un moment. Et je me suis dit, j'avais 30 ans exactement, je me suis dit si je le fais pas avant mes 30 ans, peut-être que j'hésiterais à le faire plus tard. J'étais pas encore marié, j'avais pas encore d'enfants, j'avais envie de le faire. Je me suis dit même si je me plante, je retournerai, journaliste économique, financier quelque part, etc. Donc je voyais en fait le couple risk-reward plutôt favorable pour moi à l'âge de 30 ans de faire la synthèse de tout ce que j'avais appris. Et puis j'avais aussi tiré une autre leçon de cette époque-là, oui. C'était que tous les entrepreneurs que j'avais vus qui avaient été successful
j'avais quand même l'impression qu'ils avaient commencé à contre-cycle. Donc, il faut voir que c'est 2002 au moment où je me lance. Parce que j'allais dire, détaillez-nous le contre-cycle. Voilà, à 30 ans, 2002, c'était vraiment l'éclatement de la bulle Internet. C'était la fin de tout ce rêve que moi, j'avais vu et accompagné pendant, mettons, les 10 ans avant, et j'avais vu toute cette émergence. Et j'avais constaté, en interviewant tous les chefs d'entreprise à l'époque, que tous ceux que j'étais en train d'interviewer et qui avaient bien réussi étaient surtout des gens qui avaient commencé 10 ans plus tôt quand personne s'intéressait à l'Internet. Et à peu près à la fin des années 90, début des années 2000, ils étaient arrivés à un point de maturité où ils commençaient à avoir du succès après avoir fait une traversée du désert. À l'inverse, les gens que j'interviewais fin des années 90, début des années 2000, qui venaient de lancer leur boîte, alors ils faisaient des levées de fonds absolument extraordinaires, etc. Mais on savait, on sentait, et on le voyait déjà pour certains dossiers, que ça se cassait la gueule très vite parce que voilà, ils sont rentrés en haut de cycle. Donc moi, en 2002, au moment où je me lance, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui disaient t'es fou, c'est la fin. Moment. Voilà, c'est pas le moment, il faut rester au chaud dans l'entreprise. Et moi j'ai dit non, justement c'est le moment, on va faire ça dans les moments de basse eau où justement on est à contre-cycle parce qu'on n'aura pas tout de suite beaucoup de clients, on n'aura pas tout de suite beaucoup de succès. Ça nous permettra de construire tranquillement alors que personne s'intéressera au sujet, et on y viendra plus tard quel était le sujet que j'ai développé en particulier. Exactement. Et en tout cas, voilà, je crois que j'ai eu raison parce que 10 ans plus tard, on voit que le cycle est plus favorable. Alors, si on met entre parenthèses la période actuelle qui est quand même difficile, mais les 10 dernières années ont permis finalement un bon développement de la société de manière calme, sereine, pas du tout précipitée comme ce que je voyais à l'époque des startups qui se cassaient la gueule 6 mois plus tard. Oui. Donc voilà, c'était un enseignement aussi que j'ai tiré de cette période, c'était que en fait, pour construire, il faut être dans le temps long et souvent à contre-cycle, s'intéresser au sujet qui n'intéresse personne, et puis effectivement oser. Et puis les gens vous regardent en disant bah non, c'est pas évident de se lancer maintenant, pourquoi vous restez pas salarié dans un grand groupe, etc. Donc là, effectivement, il faut oser, mais c'est comme ça, à mon avis, qu'on construit bien pour le long terme. Et du coup, vous avez répondu à une deuxième question que j'allais vous soumettre, qui était quelles sont les choses qui ont retenu, enfin, qui vous ont marqué pendant cette période d'apprentissage avant de créer votre société. Mais vous l'avez dit très vite, c'est cette école de la vie où vous avez puisé dans le témoignage de vos invités, et c'est ce qui vous a donné cette accélération et cette envie de vous dire voilà, c'est le moment. Tout le monde, comme souvent les entrepreneurs peuvent le sentir, on leur dit mais pas maintenant, tu ne devrais pas, c'est trop tôt. Vous aviez fait la synthèse de tout ça, vous avez pensé que c'était le moment, vous étiez armé pour vous lancer, et vous l'avez fait. Vous disiez aujourd'hui, pardon, je vous recoupe, mais vous disiez aujourd'hui, on a une période un peu difficile, s'il fallait démarrer. Mais comme vous aviez démarré il y a 10 ans, vous assumez la période qui vient avec plus de maturité, plus de sérénité, et en même temps des projets en tête. Alors, c'est vrai, et je dirais qu'une autre leçon que j'ai retenue de l'époque, j'ai eu la chance d'interviewer des entrepreneurs absolument exceptionnels, dont certains étaient des serial entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune connaissance métier quand ils rentraient sur un secteur, mais ils créaient des entreprises absolument incroyables qu'ils étaient capables de vendre 3 ans plus tard en multipliant par 10 la mise initiale, etc. Et ces gens-là, je savais très bien que j'étais pas fait comme eux et que je serais jamais fait comme eux et que c'était pas la peine d'aller créer une entreprise sur un créneau en ayant fait une analyse de marché en disant là, effectivement, il faut faire de la téléphonie mobile pas chère ou que sais-je encore. Il faut pas forcer la chose. Voilà, il y a des gens qui ont cet état d'esprit et qui sont capables de voir une opportunité business dans un secteur qu'ils ne connaissent pas et de développer et de revendre, etc. Alors la recette miracle, voilà. Elle tient dans... Non, il y a pas de recette miracle, mais ce sont des gens qui ont un ADN particulier qui peuvent faire ça et moi je l'ai pas. Si, la recette miracle, c'est les antennes, c'est-à-dire se rendre compte que tel profil est en mesure de le faire, mais que soi-même, on est amené à autre chose. Éventuellement. Ce que je constatais dans d'autres cas, et qui était plus proche de moi, c'est qu'effectivement, on a tous cette image en tête de ces entrepreneurs qui sont absolument exceptionnels, qui un jour sont dans l'énergie renouvelable et 2 ans plus tard sont dans l'Internet mobile, ou que sais-je. En tout cas, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs finalement qui créent leur entreprise à partir d'une connaissance métier qu'ils ont et ensuite décident de se lancer un petit peu en indépendant sur le même secteur, en allant voir des clients qu'ils connaissaient peut-être déjà dans leur vie d'avant, et ça reste finalement l'extension après un passage dans le monde du salarié vers le monde de l'auto-entrepreneur ou carrément de l'entrepreneur avec ses propres salariés, et ça me paraissait quand même une voie beaucoup plus logique. Donc quand on voit mon parcours d'entrepreneur, c'est tout à fait ce deuxième schéma, à mon avis, qui est beaucoup
plus courant et dont on parle beaucoup moins dans la presse, c'est-à-dire le bonhomme qui a été 20, 30 ans sur un secteur, qui a atteint un certain niveau de seniorité, qui connaît les enjeux, d'expertise, et qui, comme un avocat qui quitterait un grand cabinet pour se lancer à son compte, fait exactement la même chose et déploie sa propre clientèle. Alors là, vous avez en face de vous plutôt ce genre d'entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'extension naturelle de ce qu'il faisait avant et le fait à son compte. Et avec cette partie, comme vous le dites, il y a vraiment deux profils. Et cette idée de développer l'expertise et de s'ancrer dans ces lignes métiers, est-ce que justement, Adriane, vous pouvez revenir sur, par exemple, l'orientation d'Eurobusiness Media dans la façon d'avoir développé le métier historique, c'est-à-dire l'interview de CEO et de grands patrons, mais également développer le métier du média training. Qu'est-ce qui vous a amené, même si, j'allais dire, on s'en doute, parce que lorsqu'on maîtrise justement telle ligne métier et qu'on a la main sur des directions de grands groupes, on peut continuer à déployer un service d'accompagnement qui est valable pour un grand groupe, mais qui est valable pour un entrepreneur qui a besoin de se prendre en main, de savoir comment se présenter devant des médias, devant des journalistes, ceux qui ont des projecteurs qui sont mis sur eux au titre de leur activité, mais qui ne sont pas forcément à l'aise à l'oral face à ces médias-là. Vous pouvez aussi intervenir. Voilà, je vais rappeler en 2 mots ce que fait Eurobusiness Media. Son principal métier, ce sont les interviews CEO Direct, qui sont l'extension naturelle de ma vie précédente d'intervieweur à l'antenne de Bloomberg Télévision. J'ai finalement pris les mêmes recettes et je les ai appliquées en mode prestataire de service, pratiquement plus que journaliste, auprès des grands groupes. C'est-à-dire qu'avant, j'interviewais pour l'antenne de Bloomberg Télévision des grands groupes, des PDG du CAC 40, mettons, et aujourd'hui, avec CEO Direct, nous sommes prestataires de services pour ces grands groupes. Nous leur réalisons des interviews en anglais sur les sujets de communication financière, et par contre, la nouveauté par rapport à ce que je faisais avant dans les médias traditionnels, c'était de faire une diffusion purement web. Et ça, il faut voir qu'en 2002, quand je l'ai créé, c'était avant YouTube, etc., il y avait une certaine appréhension, voire même un doute chez certains clients sur le bien fondé de le faire. Et 10 ans plus tard, on l'a imposé comme une best practice. YouTube est passé par là. Maintenant, les gens ne se posent pas la question. Et on a été un des premiers à offrir en Europe, tout simplement, cette prestation spécifique qui consiste à interviewer les PDG en anglais sur les sujets stratégie et finance pour les sites web des entreprises, avec une autre composante qui était le push email, donc l'envoi de mails ciblés aux investisseurs et aux analystes au moment des annonces clés avec l'interview du président. Donc c'était finalement le pendant de Bloomberg TV, mais version emailing direct aux investisseurs. D'où la nouveauté et ce qui fait, alors c'est ce qui a retenu mon attention et l'envie de vous recevoir, c'est que, évidemment, vous n'allez pas me contredire, mais pour moi, vous étiez en la matière un des premiers à le faire, ce qui a créé aussi cette expertise et ce professionnalisme pour vos interlocuteurs et un métier. Bon, alors, vous dites effectivement que vous avez déployé le savoir-faire d'avant. Mais cette aventure, vous ne la menez pas toute seule. Donc, comment vous organisez aujourd'hui ? Voilà, alors effectivement, on est une petite équipe. Je m'occupe beaucoup de la relation client et des interviews. Et je suis appuyé par des techniciens vidéo, des producteurs, des gens qui gèrent la vie de la société, à la fois sur, je dirais, l'assistanat, le commercial, le suivi, facturation, devis, etc. Et tout ça travaille main dans la main. Et avec un niveau d'expertise technique qui doit être vraiment efficace. Parce que absolument. On est une petite équipe en mode commando, avec chacun qui est complètement dans son poste, qui remplit pleinement ses fonctions. Donc on se répartit les tâches et j'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont excellents dans chacun de leur domaine. Voilà. Donc, vous l'avez dit, le mode commando, finalement, ça fonctionne chez certains, il est bien que ça fonctionne chez d'autres. Donc c'est un très bon réflexe. C'est vraiment, quand on est une petite entreprise, et nous le sommes, le meilleur moyen de fonctionner. Je préfère avoir une organisation petite et efficace parce que les clients sentent la différence. Ils sentent l'engagement de chacun. Une rapidité d'exécution. Voilà, et puis ils savent que chaque personne qui travaille dans mon équipe, quand elle est au contact du client, est aussi engagée que moi, puisque nous sommes très peu à faire ce que nous faisons et chacun porte vraiment une grande partie du fardeau à titre individuel. Donc ça responsabilise les gens à fond et l'engagement est total et les clients sentent la différence. Donc ça, c'est vraiment très valorisant à la fois pour les clients et pour nous parce qu'on est un
tout petit groupe, mais on sert aujourd'hui les plus grandes sociétés françaises, du CAC 40, etc. Tout en étant en mesure de servir aussi, du coup, l'entrepreneur qui se pose les questions de sa formation face aux médias. Vous pouvez vous déployer. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième aspect du métier. Il était naturel qu'à un moment, notre métier converge avec le métier du conseil pur, puisque nous sommes producteurs audiovisuels, nous sommes dans la parole des dirigeants en vidéo. Les sujets de communication ne sont plus forcément juste financiers aujourd'hui. Ça peut être des sujets de communication interne, communication managériale, communication client, communication de crise, etc. Donc on voit beaucoup de sujets d'actualité. Voilà, autour de la vidéo du chef d'entreprise, on a diversifié. On est sorti aussi des chefs d'entreprise pour aller vers les asset managers et de manière plus générale vers tous les métiers d'expertise, audit, conseil, juridique, etc. Tous ces métiers qui se valorisent finalement par la prise de parole d'experts qui racontent finalement des histoires qui intéressent d'autres parties prenantes qui sont quand même des initiés du milieu, etc. Nous ne sommes pas un prestataire de service, je dirais, grand public. En fait, nous sommes un prestataire qui a un niveau de connaissance de tous les métiers pour schématiser, on va dire, stratégie, finance, management, juridique, bancaire, etc. Tout ce qui est le monde de l'entreprise dans sa partie non commerciale en face de clients grand public, mais dans les enjeux voilà, de business au sens pur. Voilà. Parfois, c'est des sujets qui peuvent être un peu techniques et sur lesquels nous sommes un interlocuteur privilégié parce qu'on a un bon niveau de dialogue avec les clients sur leurs enjeux et on peut les conseiller sur des aspects de leur communication qui ne sont pas forcément évidents à expliquer lorsqu'il s'agit de sujets comme ceux que j'ai décrits, économiques, financiers ou autres. Donc voilà, et ça nous a conduit naturellement à faire maintenant des prestations de conseil pur qui s'adressent sans préjugés pour les entrepreneurs, voilà. C'est-à-dire que ce soit une grande société, une moyenne, une petite, vous êtes à disposition effectivement pour éclairer et donner ces conseils. En mode média training, c'est-à-dire préparer les gens à rencontrer les journalistes sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment le dire, etc. dans tous les domaines. Et aussi, même si ce n'est pas des journalistes, par exemple, de plus en plus, on nous appelle pour des présentations stratégiques face à des investisseurs, lors de roadshows. Oui, parce que l'entrepreneur qui a fait sa levée de fonds et qui doit continuer à faire son tour de table même de la communication managériale interne. Exact. Par exemple, il faut parler à ces 300 top dirigeants, qu'est-ce qu'on leur dit, etc. Et en fait, on a une telle habitude de tous ces messages clés d'entreprise, etc. On sait exactement comment dire aux clients, là, c'est bien, là, non, il faudrait faire différemment, etc. Et ça, en fait, c'est valorisé non seulement par les grands groupes, mais aussi par des entreprises de toute taille. Donc, merci Adrian pour cette présentation de l'entrepreneur que vous êtes et des métiers que vous mettez à disposition de vos clients, de cette expertise. Derrière, il y a l'homme quand même. J'aurais pu en parler au départ, mais vous êtes chef d'orchestre dans la communication et les médias financiers, mais vous êtes également musicien vous-même. Donc, quand vous tombez à la cravate et la veste, vous passez à une autre dimension. D'où vous est venue cette passion et ce plaisir pour conclure cette émission Pour conclure, je suis un jazzman contrebassiste depuis très très longtemps et je fais des concerts régulièrement et c'est ma deuxième passion. Et oui, vous dites ça comme une évidence, mais quand on vous voit comme ça, on imagine bien l'environnement Bloomberg, l'environnement médias, finance. Mais donc voilà, c'est agréable de savoir qu'il y a aussi l'homme jazzman. Il y a des passerelles entre management et musique parce que vous l'avez dit vous-même, chef d'orchestre, faire jouer les gens ensemble, ça se recoupe à un moment. Exactement. Bon, restons sur cette idée de bonne note professionnelle, bonne note musicale. Merci Adrian Dernil et à très bientôt à l'antenne des Hommes Clés. Merci. Merci.